Bonjour et bienvenue dans Plein Éther, votre émission consacrée à l'agriculture en Dracénie. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de Mathieu, exploitant du domaine viticole du Rouet, au Muy, dont la dynastie cultive les terres depuis plusieurs décennies. Je vous emmène à la découverte de son exploitation. Mathieu, bonjour. Bonjour Gérald. Merci de nous accueillir dans ton magnifique domaine du Rouet. Écoute, c'est un plaisir. On se trouve dans le chai de vinification du château du Rouet. C'est un chai de vinification en blanc et rosé. Et comme tu peux le voir, il y a déjà des cuves bien pleines. Et on est à 3 semaines de vendange, encore une dizaine de jours. Alors, à quoi sert ce lieu exactement ? Alors ce lieu, c'est un lieu de vinification. Donc on transforme le jus de raisin en vin, tout simplement par l'équation de Pasteur. Le sucre se transforme en alcool, le sucre de raisin, avec un dégagement de chaleur et de gaz carbonique. Dans un chai, il y a normalement un maître de chai. Et quelle est sa fonction ? Alors, le maître de chai, c'est l'homme qui va en fait aiguiller les jus, les goûter, faire le choix des traitements physiques qu'on peut faire sur les jus de raisin, par exemple les refroidir, les réchauffer, mettre des levures dans les cuves pour que le jus de raisin fermente. Voilà, c'est un peu le chef dans une cuisine. Le maître de chai décide de la date des vendanges. Donc c'est un élément important. Donc on suit la maturité pendant toute la maturité depuis la véraison, en fait le moment où les raisins changent de couleur, jusqu'à la vendange. Donc c'est des choses qu'on mesure en faisant des prélèvements dans les vignes et on choisit la maturité qu'on souhaite pour la vinification, avec des maturités différentes pour les blancs et les rosés et les rouges. Et à l'observation, comment on définit de la maturité du raisin ? Alors, les facteurs physico-chimiques sont très importants, mais après il y a je dirais la dureté des pépins, la manière dont la pulpe va se comporter et le goût du jus, parce que tous les raisins ont du goût et des arômes. Pendant combien de temps dure la vinification dans une cuve en inox comme celle-là, et dans les barriques, et dans les cuves en béton ? Sur ce type de vinification à basse température, on est entre 15 jours et 1 mois, suivant la cinétique. Alors c'est aussi quelque chose qu'on peut en tant que maître de chai et d'œnologue gérer par la température de vinification. Donc suivant ce qu'on souhaite vinifier, on peut faire durer les vinifications plus ou moins longtemps. Et on va, en tout cas en Provence, jusqu'à des sucres inférieurs à 3 grammes. Et tout de suite, Mathieu nous emmène au chai d'embouteillage. A tout de suite. Donc là, on se rend au chai d'embouteillage. Oui, Gérald, nous allons donc dans le chai d'embouteillage voir les machines tourner. Alors, tu peux nous expliquer les étapes de l'embouteillage, de la première jusqu'à la mise au bouchon, comment est-ce qu'on appelle ça ? Alors, le bouchage, effectivement. Oui. Donc ici, tu vois une palette de verre vide qui va être dépalettisée, envoyée sur la chaîne. Donc là-bas, tu as le groupe d'embouteillage. Alors il faut savoir que c'est un groupe d'embouteillage sous gaz inerte. Donc on essaye de protéger au maximum l'intégrité des vins. Et donc c'est un groupe sur lequel on peut faire du bouchon. Donc aujourd'hui, on fait des bouchons en liège. On peut faire des bouchons en verre et également de la capsule à vis. De la vigne à la bouteille, combien de temps peut s'écouler ? Alors ça dépend de la qualité, ça dépend de la nature des vins. Pour les vins blancs et rosés que nous sommes en train de vinifier, l'embouteillage se fera en janvier.
Là, au jour d'aujourd'hui, on embouteille des millésimes 2019 en rouge. Voilà, donc il faut 2 ans avant, je dirais, entre le ramassage du raisin, la vinification et la mise en bouteille. À l'entrée de la machine, on lave les bouteilles et on les sèche. Oui. Donc elles sont séchées avec de l'azote. Ici, tu as une injection de gaz carbonique qui va permettre de remplir la bouteille sous gaz inerte. C'est-à-dire qu'on envoie d'abord du gaz dans la bouteille et ensuite tu as les becs de tirage, il y en a 16, qui remplissent la bouteille et qui font le niveau. À cet endroit-là, tu as la fermeture de la bouteille avec le bouchon en liège. Alors, est-ce que tu mets exclusivement le vin en bouteille ou est-ce que tu mets aussi le vin dans ce qu'on appelle des bibs, c'est-à-dire les bag-in-box? Effectivement, nous faisons également des bag-in-box dans différents formats. On a une ligne automatique pour les bag-in-box, robotisée, et on fait du 3, 5 et 10 litres. Alors là, tu vois, on est en train d'apposer les capsules de sertissage et surtout l'étiquetage. Donc, comme tu peux le voir, la machine va poser une étiquette et une contre-étiquette. Et à la sortie, ici, on a le produit fini sur lequel on a mis le lot, le numéro d'embouteillage qui représente en fait l'origine de la cuve. On peut retracer la bouteille jusqu'à la vigne. Et la cuvée qui est aujourd'hui donc une cuvée Belle Poule millésime 2020. Je crois que c'est une cuvée emblématique pour le château du Rouet, la Belle Poule. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi? Alors c'est une cuvée emblématique qui est liée un peu à l'histoire de ma famille, puisque mon arrière-grand-oncle était dans les bateaux à la Seine-sur-Mer, à l'époque où il y avait les forges et chantiers de la Méditerranée. Et il a désarmé la Belle Poule, qui est l'illustre navire qui a ramené les cendres de Napoléon de Sainte-Hélène. Ah oui. Voilà. Et dans la chapelle du château, que je te montrerai tout à l'heure, nous avons des vestiges de ce navire, et notamment les portes qui sont de part et d'autre de l'hôtel. Tu pourras nous montrer ça tout à l'heure. Avec plaisir. Super. Alors Mathieu, là on se trouve dans un endroit un peu particulier de ton domaine. Oui Gérald, on est dans la Villa Estérel, qui est en fait la maison de famille, mais également ce qu'on appelle le château. Et est-ce que tu peux nous faire un historique des lieux? Alors l'historique des lieux, c'est aussi l'historique du site. Ça a été une ferme templière en XIIe et XIIIe siècle. Et puis au fur et à mesure, ça a évolué, un relais de chasse, un relais de diligence, puisque la Via Domitia passait devant la propriété. Et dans sa forme actuelle, c'est une maison qui date de 1840, donc qui a été faite par mon arrière-arrière-grand-oncle, et qui est une maison, je dirais, qui a la chance d'être restée dans son jus, donc l'école italienne de cette période comme toutes les grandes villas qu'on trouve dans la région. Quelle est la plus vieille bouteille que tu as en ta possession? Écoute, du château du Rouet, c'est une bouteille de mon grand-père, donc René Savatier, qui est un millésime 1947. Et est-ce que tu comptes l'ouvrir un jour ou pas? Oh, je pense pas, non. Pourquoi? C'est un souvenir. Parce qu'un vin de cet âge-là, il vaut mieux le regarder. Ouais. Et quelle est ta cuvée préférée? Écoute, au jour d'aujourd'hui, moi je suis, par rapport à nos terroirs, qui sont des terroirs d'origine volcanique, on a des très belles cuvées en Fréjus, donc sur la cuvée Hermès, et également, bien sûr, la cuvée Belle Poule dans les 3 couleurs. Et pour quelle raison est-ce que tu préfères celle-ci? Parce que c'est des vins de terroir, des vins d'expression, qui sont très marqués par la typicité de nos climats ici. Et donc, c'est des vins d'une belle élégance et qui ont beaucoup d'expression. Donc tu estimes que ce sont tes meilleurs millésimes, tes meilleures cuvées? Oui, c'est mes meilleures cuvées. Alors est-ce que tu aurais un message à faire passer? D'abord, vous remercier d'être venu nous voir, c'est important. Et on a pu voir le vignoble, les vendanges, les chais de vinification, les chais d'embouteillage, et maintenant cette belle maison historique. Donc si j'ai un message, je voudrais dire que
Notre famille, en tant que vigneron depuis des générations, on est aussi là pour préserver cet environnement exceptionnel qui est le massif de l'Estérel. Donc le vignoble a un rôle aussi de protection de la forêt. On est dans une région malheureusement qui brûle et le vignoble est aussi là pour protéger ces espaces forestiers. Mais surtout, c'est 30 familles qui travaillent sur la propriété, des vins vendus dans 50 pays dans le monde et bien sûr en France et dans tous nos partenaires restaurateurs sur la Côte d'Azur. Et c'est dans cette ambiance de partage et de convivialité que se terminent ces vendanges et cette émission. On remercie Mathieu et ses équipes pour leur accueil, leur gentillesse et leur générosité. Pour ma part, je vous donne rendez-vous le mois prochain à la découverte d'un tout nouveau lieu. Et d'ici là, prenez soin de vous et n'oubliez pas de prendre soin de la planète Terre.